place, ici. Après, vous inquiétez pas, la feuille elle va circuler pendant l'atelier. Donc, juste un mot, enfin, pour cet atelier, on a le plaisir d'accueillir plusieurs étudiants de l'école d'art. Donc, bienvenue. Pour resituer un peu le contexte, je ne sais pas si vous êtes au courant, ces ateliers sont organisés dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle Statut étudiant entrepreneur. Et donc, c'est une structure qui accompagne les étudiants qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, si vous voulez en bénéficier, vous pouvez postuler au statut étudiant entrepreneur sur Internet, les candidatures ouvrant à partir du mois de mai pour l'année prochaine. OK ? Voilà, je laisse la parole donc aux deux intervenants. Bonsoir, bienvenue. On va essayer de répondre au mieux à vos questions. On va parler un peu création d'entreprise, si ça vous va. Alors oui, la présentation, oui, je te remercie. Donc je suis Véronique Laplane, animatrice en création d'entreprise à la Chambre de commerce, et également animatrice du Club des nouveaux entrepreneurs, toujours à la Chambre de commerce, qui est un réseau de jeunes entrepreneurs. Bonsoir, je suis Régis Laplane et je m'occupe des formalités à la Chambre de commerce. Le principe, c'est surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est là pour répondre à tout ce qu'on peut répondre. Et on attaque. Allez. Alors, bien comprendre et simplifier les formalités de création d'entreprise. Jusque-là, on est d'accord. Petit résumé sur le parcours du créateur. Vous avez tous un projet de création d'entreprise à peu près clair dans votre esprit? Oui? Non? Non, mais c'est pas grave, ça viendra. Quand on a un projet de création d'entreprise, il y a un parcours idéal, bien entendu, que je vais vous résumer très rapidement. Vous avez d'abord une idée, c'est ce qu'on appelle donc la naissance de l'idée. Est-ce que vous avez des exemples à me donner d'idées dans la salle? Est-ce que vous voulez me donner des exemples d'idées de projets de création? Non? Vous êtes tout timide? Non? Bon. Oui, dites-moi. Marque de vêtements connectés dédiée, pardon? Pour le sport. D'accord, ok. Bien. D'autres idées? Non? Oui? Création de jeux vidéo. Pardon? D'accord, ok. Oui? Vous êtes plusieurs? Deux futurs associés? Ah, ah. Très bien, donc quelques idées sur des projets. À ce stade-là, il faut vérifier ce qu'on appelle la cohérence homme-projet, c'est-à-dire est-ce que moi, Monsieur Dupont, Madame Durand, je me sens capable de créer ce type d'activité en pensant à tout ce qu'il faut penser, à la réglementation éventuelle. Donc là, au niveau de la réglementation, je pense qu'il y a des choses à vérifier. Jeux vidéo, non plus. Donc c'est ce qu'on appelle la cohérence homme-projet. Est-ce que je suis capable de? Est-ce que j'ai une expérience? Est-ce que j'ai un passé dans ce type de métier? Alors si j'en ai pas, ça ne veut pas dire que c'est fichu pour autant, mais c'est quand même du plus de connaître déjà un petit peu le métier. Ensuite, moi, professionnel de la création, je me dois de vous conseiller de faire une étude de marché. Alors une étude de marché, c'est quoi? C'est juste vérifier que moi, Xème entreprise dans ce type de métier, j'ai de quoi manger la part du gâteau ou pas. C'est-à-dire étudier mes concurrents. Est-ce que j'ai des concurrents ou pas? Est-ce que les gens ont des personnes qui ont un projet de création d'entreprise et qui, a priori, n'ont pas de concurrents dans la salle? Non. Vous avez étudié un peu vos concurrents? Ouais. Tout le monde a plus ou moins cerné des concurrents? Bon, bah tant pis, je vais quand même faire mon laïus habituel. Si vous n'avez pas de concurrents, deux options. Soit vous avez l'idée du siècle, vous allez devenir millionnaire, et vous n'êtes pas encore au courant. Bravo. Soit j'ai pas de concurrents parce qu'il y en a d'autres qui y ont pensé, et en fait, il n'y a pas de concurrents parce qu'il n'y a pas de clients, il n'y a pas de besoin, donc il y en a d'autres qui ont essayé et ça n'a pas marché.
Donc c'est attention au fait de ne pas avoir de concurrents. Il faut arriver à comprendre pourquoi je n'ai pas de concurrents. Donc, qui sont mes concurrents? Alors, dans qui sont mes concurrents, c'est vraiment une analyse pointue avec le chiffre d'affaires, où ils sont situés, si c'est du petit commerce traditionnel, enfin du commerce traditionnel, où ils sont situés, la forme juridique, le chiffre d'affaires, les points forts, les points faibles, de manière à pouvoir analyser tous les concurrents et de voir comment moi, Monsieur Dupont ou Madame Durand, je peux me différencier par rapport à ceux qui existent déjà. Donc, étude de la concurrence, étude du client. Je crée un projet, mais qui est mon client? Mon client type, jeune, plus âgé, moyen jeune, moyen vieux, professionnel, particulier, catégorie socio-professionnelle, qu'oublie-je encore? Bref, arriver à analyser qui est mon client type de manière à pouvoir l'interroger. Et une fois que je sais qui est mon client, je communique auprès de mon client de façon différente. Si c'est un particulier, un professionnel, un jeune, un plus âgé, etc., etc. En faisant une bonne étude de marché, je dois arriver, donc une bonne étude de marché en interrogeant mes clients potentiels, je dois arriver à avoir une idée du chiffre d'affaires potentiel. Est-ce que jusque-là, ça vous paraît clair? Ouais. Moi, professionnel de la création, je vous conseille ensuite de faire des prévisions financières. Les prévisions financières, eh ben, ça sert juste à vérifier que le projet il est viable et rentable. J'ai des entrées d'argent, là, potentielles, au stade où j'en suis, mais j'ai bien entendu des sorties d'argent qui ne vont pas être potentielles. Donc, à moi d'analyser les plus, les moins, c'est assez basique ce que je vous dis, mais vérifier vraiment la viabilité du projet. J'ai vérifié que j'avais des clients, pas trop de concurrents, j'ai vérifié que mon projet était viable et rentable, je vais me poser la question du choix de la forme juridique. C'est pour ça qu'on vient ce soir. Une fois que j'ai choisi la forme juridique, je m'adresse au centre de formalité des entreprises, au CFE, de la catégorie de l'organisme dont je dépends. Exemple, si je fabrique, je dépends du CFE de la Chambre des métiers. Si j'achète et je vends, je dépends de la chambre du CFE de la Chambre de commerce, c'est-à-dire monsieur. Si je vends de la prestation intellectuelle, je dépends du CFE de l'URSSAF. Et une fois, donc là, c'est vraiment la naissance juridique de l'entreprise. À titre de curiosité, on vous a mis une moyenne au niveau du temps. Entre le moment où j'ai l'idée et le moment où je m'immatricule, on compte en moyenne 6 à 9 mois. Est-ce que ça correspondait à ce que vous imaginiez? Ouais. Bon, c'est une moyenne, hein, mais voilà. Et une fois que j'ai lancé mon activité, eh bien, je peux bien entendu adhérer à des réseaux, des clubs, et faire procéder à un suivi et un développement de l'entreprise. Avez-vous des questions? Oui. Je te passe le relais. Alors, entrepreneur leader, c'est un accompagnement qui a été mis en place par le conseil régional. Accompagnement qui se fait en 3 phases. Une phase en création, où on va justement faire un diagnostic de vos besoins, vous aider à faire votre business plan jusqu'à se vérifier la faisabilité économique du projet. Une phase 2 dans laquelle on va chercher des fonds, du financement. D'accord. Et la phase 3 qui est l'accompagnement sur 3 ans de la croissance de votre entreprise. En vous accompagnant pour apprendre votre métier d'entrepreneur, en tant que manager, pour créer un réseau d'autres entrepreneurs, pour développer le pilotage de votre entreprise, le chiffre d'affaires, etc. L'intérêt pour vous, parce que vous avez la chance d'être jeune, des fois c'est pas de chance, des fois c'est une chance, c'est que c'est un accompagnement qui est gratuit. Ça correspond à une dizaine d'heures d'entretien sur les différentes phases, la phase 1 et la phase 2. Sur la phase 3, il y a à la fois de l'entretien, mais il y a également ce qu'on appelle des workshops. Ce sont des ateliers de 4 à 15 personnes qu'on va mettre en place sur les bassins d'emploi de l'Ouest et l'Est valdôsien. D'accord ? Voilà à peu près en quoi consiste cet accompagnement. D'autres questions? Oui. Vous simplifiez la vie.
Ah, il faut venir me voir. Alors. On va vous donner nos cartes. Si vous voulez, notre mission à nous, c'est d'informer de votre création d'entreprise un certain nombre de partenaires. On a été créé pour ça, pour vous éviter d'avoir un parcours qui consiste à aller au greffe, à l'INSEE, aux impôts, aux organismes sociaux, etc. etc. C'est ça notre raison d'être. Il n'y a pas d'âge là pour payer. Oui, c'est payant. Il y a des choses qui sont payantes. On parlera des coûts au cours de l'intervention. Alors, le micro-entrepreneur. Qui est intéressé par le micro-entrepreneur? Tout le monde, majoritairement. Alors, le micro-entrepreneur, tout le monde en a plein la bouche. Il faut juste vérifier que ça corresponde à votre projet et à votre personne. Micro-entrepreneur ou ex-auto-entrepreneur. L'auto-entrepreneur, c'était jusqu'en 2009, si je ne dis pas de bêtises. Depuis le 1er janvier 2009, ça s'appelle le micro-entrepreneur, mais c'est le même fonctionnement, c'est le même principe. La différence entre les deux, c'est qu'avant, il n'y avait pas d'immatriculation au RCS. Auto-entrepreneur, c'est le statut d'origine créé en 2009, de mémoire. Je me suis trompé de quelques années. Et c'est en 2015 que c'est devenu le micro-entrepreneur, je crois. Je confirme, je me suis trompé de quelques années. Le principe de la micro-entreprise, c'est je vends, je fais du chiffre d'affaires. Si je fais du chiffre d'affaires, je paye des cotisations sociales et un impôt. Si je ne fais pas de chiffre d'affaires, je ne paye pas de cotisations sociales et je ne paye pas d'impôt. C'est hyper simplifié. Mais attention à vérifier que ça corresponde bien à votre projet. Donc si je fais de l'achat-vente, au niveau du chiffre d'affaires, on est limité à 170 000 euros sur une année civile, donc 1er janvier 31 décembre. Si je m'inscris en cours d'année, je vais proratiser le nombre de jours par rapport à la date d'immatriculation. Donc si je m'inscris en milieu d'année, eh bien mon chiffre d'affaires maxi va être la moitié de 170 000. Si j'achète et je vends, donc chiffre d'affaires maxi 170 000, je vais payer des cotisations sociales à hauteur de 12,80%, 12,8% du chiffre d'affaires. Qu'est-ce que c'est que le chiffre d'affaires? J'ai oublié de repréciser. C'est toutes les ventes que je fais. C'est pas ce que j'ai dans la poche. OK? Donc, je vends pour 100, je vais donc payer 12,8 € de cotisation sociale. Ça, c'est les taux de cotisation sociale hors ACRE. ACRE étant une aide à la création qui veut dire aide aux chômeurs, créateurs, repreneurs d'entreprises, donc qui concerne les chômeurs, comme son nom l'indique, mais pas que, qui concerne aussi les jeunes de moins de 26 ans. Ce qui doit être à peu près le cas de tout le monde dans la salle. Donc, le dossier ACRE, vous allez le faire au moment de l'immatriculation avec le CFE, soit de l'URSSAF, soit de la Chambre des métiers, soit de la Chambre de commerce. Et le dossier ACRE, il sert à quoi? Il sert à payer un petit peu moins cher. C'est-à-dire, au lieu de payer plein pot 12,8, vous allez payer 3,2 la première année, 6,4 la deuxième, 9,6 la troisième, quatrième année, vitesse de croisière 12,80. Donc là, je vous ai parlé de l'achat-vente. Si je fais de la prestation BIC, bénéfices industriels et commerciaux, qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple au niveau de la presta BIC? Je fais du transport. Du transport. Je fais du transport de marchandises, par exemple. J'ai un chiffre d'affaires maxi de 70 000 € toujours sur une année civile, hors taxe, j'ai oublié de préciser. Je paye 22% de cotisation sociale, toujours par rapport au chiffre d'affaires que je fais. Si j'ai un dossier ACRE, si mon dossier ACRE est accepté, ce qui sera le cas forcément, si j'ai moins de 26 ans, je paye 5,5 la première année, 11 la deuxième, 16,5 la troisième année, quatrième année les années qui suivent, vitesse de croisière 22. Et enfin, si je fais une prestation BNC, bénéfices non commerciaux, donc là, une prestation... Plutôt une prestation intellectuelle. Prestation intellectuelle. Ça peut être des prestations artistiques, par exemple. Voilà. J'ai un chiffre d'affaires maxi de 70 000 € et je paye 22% de cotisation sociale avec le dossier ACRE, 5,5, 11, 16,5. Est-ce que déjà ça vous paraît clair au niveau des cotisations, enfin au niveau de cotisations sociales et chiffre d'affaires? Oui.
Des frais d'immatriculation ? Nous, à la Chambre de commerce, quand vous dépendez de chez nous, on vous propose un accompagnement de 66 € où on vous explique le fonctionnement de la micro-entreprise, le coût des cotisations sociales, le dossier ACRE. On fait un entretien individualisé, personnalisé, parce qu'après, il y a les impôts, et vous verrez que ce n'est pas forcément simple. Donc nous, on vous propose un entretien payant 66 € dans lequel vous avez la partie conseil et la partie immatriculation. Quand vous dépendez de l'URSSAF, les frais d'immatriculation, c'est 0. Mais là encore, pour les personnes dépendant de l'URSSAF, il y a très peu d'organismes qui renseignent le montant des cotisations sociales, l'impôt qu'on va voir tout à l'heure, les formalités, etc. Donc nous, on vous propose aussi une prestation payante, 66 € toujours, sur la partie conseil en matière de profession libérale. Est-ce que ça correspond à votre... Vous êtes entrepreneur, même si vous êtes micro-entrepreneur. Le seul problème, c'est que, mais on va en parler dans la fiscalité, c'est que si vous rémunérez un peu vos stagiaires, c'est pas forcément déductible. Ça dépend ce qu'on appelle stagiaire. Ouais. Alors si, vous pouvez théoriquement avoir des salariés. Après, c'est un problème de calcul économique. Mais peut-être qu'il faut passer... Oui, on va passer au slide d'après, vous allez comprendre mieux. Alors attends, parce que là, je crois que monsieur avait une question. Le dossier ACRE, vous devez le déposer... 45 jours après. Nous, on vous conseille de le déposer en même temps que le dossier des formalités. Mais c'est un conseil. Après, vous avez le droit de le déposer 45 jours après. Pas plus. Oui. Non, le dossier ACRE fonctionne quelle que soit la forme juridique. Simplement, sur les autres formes juridiques, c'est une exonération partielle de cotisation sociale. Là, c'est étalé sur 3 ans. Dans les autres formes juridiques, c'est sur les 12 premiers mois de l'activité de l'entreprise. Et c'est plafonné en fonction du salaire. Du plafond de la sécurité sociale, en proportion du plafond de la sécurité sociale. Peut-être qu'on l'a marqué après. On passe au slide suivant. Ah pardon, je n'avais pas vu, excusez. Alors, on a parlé des cotisations sociales, maintenant on va parler de l'impôt. 2 façons de payer votre impôt quand vous êtes en micro-entreprise, soit ce qu'on appelle le régime classique, soit l'option du versement fiscal libératoire. Le principe du régime classique, c'est je crée mon entreprise en 2018. En mai 2019, je fais ma déclaration d'impôt, comme tous les ans et comme tout le monde. Donc en mai 2019, je remplis ma déclaration d'impôt. Qu'est-ce que j'ai eu comme ma déclaration d'impôt sur le revenu? Qu'est-ce que j'ai eu comme revenu en 2018? Peut-être un petit job vous concernant. Et puis dans la case 2042C, je vais indiquer le chiffre d'affaires que j'aurais réellement facturé. Et sur ce chiffre d'affaires, si je fais de l'achat-vente, les impôts vont faire un abattement pour frais de 60%, 71% du chiffre d'affaires. Donc ça veut dire que quand j'ai vendu pour 100, les impôts estiment que j'ai eu 71 € de frais. Je ne peux rien déduire d'autre que 71. Donc par déduction, les impôts estiment que j'ai 29 € de revenus dans ma poche. 29 €, 29%, bien sûr. Donc vous déclarez 100, les impôts mettent de côté 71, ils récupèrent les 29, qui réintègrent au foyer fiscal. Et par rapport à l'ensemble des revenus que vous avez, on regarde dans quelle tranche d'imposition vous entrez. Ça, c'est 71% pour l'achat-vente. Prestation BIC, c'est 50% du chiffre d'affaires. Donc vous voyez que si vous avez un salarié ou un stagiaire que vous payez, enfin c'est un salarié, ça risque de vous coûter bien plus cher que 50 ou que 71, et pourtant vous ne pourrez déduire que 50 ou 71. Donc c'est pour ça que ce n'est pas interdit d'avoir des salariés, mais en général ça ne correspond pas à ce type de statut juridique. Et en prestation BNC, donc conseil, je vous rappelle, vous avez un abattement pour frais de 34%. Est-ce que ça vous paraît clair? Ouais. Oui, monsieur.
Non. Quand je facture 100 €, les impôts estiment que j'ai 71 € de frais. Donc il faut juste vérifier que j'ai bien 71 et pas plus. Si j'ai moins, c'est pas grave. Si j'ai plus, le statut de la micro ne correspond pas à mon projet. Donc les impôts mettent de côté 71 de frais et par déduction récupèrent 29 considérés comme votre revenu. Mais ils ne vous prennent pas tous les 29. Après, c'est la base d'imposition pour calculer votre impôt. Oui? Est-ce que c'est plus clair? Ouais, dites-moi. Hein. Ouais? D'autres questions? Non, j'avais pas fini l'option du prélèvement libératoire. Je ne voudrais pas vous épargner l'option du prélèvement libératoire. Est-ce que c'est à peu près clair sur le régime classique? Ouais. Donc suivant la catégorie dans laquelle vous êtes, achat-vente, prestations BIC, BNC, vous avez l'abattement pour frais qui est indiqué ici. Donc je vous rappelle, oui. Non. Ouais, vous déclarez le chiffre d'affaires facturé et eux font leur popote interne, si je puis dire, et mettent de côté les 34, les 50 ou les 71. On est d'accord? Oui. On parle de l'impôt sur le revenu, Oui. Tout à fait. Oui. Donc je vous disais, deux possibilités de payer votre impôt, soit le régime classique, soit l'option du versement fiscal libératoire. Alors le principe de l'option du versement fiscal libératoire, c'est qu'il y a des conditions au niveau du revenu que j'ai plus en tête. C'est pas de l'ordre de 26 ou 27 000 € par tête. Excusez-moi. 26. Pour pouvoir opter au versement fiscal libératoire, il faut avoir un revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année inférieur à 26 818 € pour une part égale célibataire. Donc si mon revenu fiscal de référence est inférieur à 26 818 €, ça veut dire que j'ai le droit d'opter au prélèvement fiscal libératoire. Si mon revenu fiscal de référence est supérieur à 26 818 €, ça veut dire que je n'ai pas le droit d'opter au versement fiscal libératoire. Est-ce que jusque-là, c'est à peu près clair? Donc là, je vous ai juste expliqué j'ai le droit ou j'ai pas le droit d'opter. Je ne vous ai pas encore expliqué comment ça fonctionnait. Si vous avez le droit d'opter, le principe du versement fiscal libératoire, c'est que tous les mois ou tous les trimestres, ça j'ai oublié de le préciser, tous les mois ou tous les trimestres, vous devez déclarer votre chiffre d'affaires et c'est sur cette déclaration mensuelle ou trimestrielle qu'on applique les taux de cotisation sociale qu'on a vus sur la page d'avant. Si vous optez au prélèvement libératoire, en plus de payer les taux de cotisation sociale, vous allez payer en plus 1% du chiffre d'affaires, si je fais de l'achat-vente, en impôt sur le revenu. Donc ça veut dire qu'en une déclaration, je paye mes cotisations sociales et mon impôt sur le revenu. Et je passe au mois suivant ou au trimestre suivant. Est-ce que ça vous paraît clair? Ouais. Vous avez choisi quelle option? 100. Le régime classique. Vous avez été conseillé pour ça? Vous avez fait votre tambouille vous-même? Ok. Alors c'est vrai que si on est non imposable, il vaut mieux choisir ça. Hein. Voilà. Parce que si vous êtes non imposable et que vous choisissez ça, vous paierez un peu d'impôt. Est-ce que ça vous paraît clair au niveau de l'impôt et non imposable, etc., etc. Ouais. Alors, après on passe sur les autres formes juridiques ou est-ce que vous avez encore des questions sur le... Il faut préciser une chose, on n'a pas parlé de TVA. Et il faut qu'on en parle un peu, parce que le régime de TVA s'applique si on dépasse 82 800 € pour les ventes, on est soumis à TVA. Et si on dépasse 33 200 € pour les prestations de services, il y a de la TVA. D'accord ? Oui. Ah oui, personne ne le fait à votre place. Hein. Renseignez-vous, est-ce que j'ai le droit ou pas, et si j'ai le droit, je fais.
Je remplis le papier, je signe le papier et je donne le papier au CFE compétent. Non, alors oui, la franchise en base, elle s'applique à tout le monde. C'est-à-dire que si vous faites moins de 82 800 € pour être précis dans les achats-ventes, il n'y a pas de TVA. Vous êtes en franchise de base TVA. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de TVA, vous êtes en franchise de base. D'accord ? Et pour les prestations, c'est 33 200 €. Il y a une zone de turbulence, entre guillemets, de tolérance, entre 82 800 € et, je cherche mon chiffre, 91 000 €. Vous pouvez continuer à bénéficier de la franchise de base sur 2 ans, si vous restez dans cette fourchette-là. D'accord ? Et pour les prestations, donc c'est entre 33 200 et 35 200. D'accord ? Ok. Alors, la franchise de base, quand vous allez faire vos courses, vous payez de la TVA. D'accord ? Et donc, le magasin dans lequel vous allez payer de la TVA va déclarer la TVA qu'il a collectée. Mais en contrepartie, il va déduire sur ses achats la TVA qu'il a payée. D'accord ? Là, quand vous êtes en franchise de base, vous me vendez une prestation, il n'y aura pas de TVA, mais vous ne pourrez pas vous déduire la TVA sur vos achats. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'il faut regarder sur le statut micro, est-ce que j'ai des investissements ? Est-ce que j'ai des prestataires qui veulent récupérer de la TVA ? Et est-ce que j'ai des dépenses qui entraînent des dépenses de TVA ? OK ? Donc en fait, ce régime correspond souvent à un complément d'activité ou à un lancement d'une activité pour vérifier que l'activité va fonctionner ou pas. Essentiellement, ça devrait servir à ça. Alors, les autres formes juridiques, on a donc 2 colonnes, tout ce qui est entreprise individuelle, personne physique, et tout ce qui est société ou personne morale. Micro-entreprise, on a vu. Entreprise individuelle, donc la direction ou la gestion, c'est un entrepreneur, comme son nom l'indique, individu, un entrepreneur. Il n'y a pas de capital social. Je vous le fais dans ce sens-là, hein, si vous voulez bien, et puis après on passera sur l'autre colonne. Pas de capital social, nombre d'associés 1, un individu, bien entendu. La responsabilité des associés ou de l'entrepreneur est indéfinie, sauf sur l'habitation principale. Ça veut dire que le patrimoine de M. Dupont appartient à l'entreprise Dupont. Donc si M. Dupont ne paye pas ses cotisations sociales parce qu'il n'y arrive pas, à un moment donné, je vous dresse le tableau un peu noir, hein, ça ne se fait pas comme ça, mais bon. À un moment donné, c'est l'huissier qui vient toquer à la porte et qui prend les biens par rapport aux dettes de l'entreprise. Sur le plan social, vous êtes un TNS, travailleur non salarié. Alors, prenons quelques minutes pour expliquer le TNS. En France, 3 régimes sociaux. Le régime des travailleurs salariés, donc un salarié lambda avec un patron, un contrat de travail, une fiche de paye à la fin du mois, un salaire brut tout en haut, un salaire net tout en bas. Une grosse différence entre les deux. Vous dépendez du régime de la sécurité sociale. Donc je reprends 3 régimes sociaux, le régime des travailleurs salariés, le régime des travailleurs non salariés, que je vais vous expliquer, et le régime des travailleurs agricoles. Je passe l'agriculture. Vous êtes TNS, donc un régime social, hein, on est bien d'accord, quand vous êtes en micro-entreprise, quand vous êtes en entreprise individuelle et quand vous êtes en EIRL. Donc ça veut dire que vous dépendez du régime social des travailleurs indépendants, ex-RSI, qui s'appelle depuis le 1er janvier la Sécurité sociale des indépendants. Est-ce que vous avez entendu parler du RSI ? Oui ? Eh bien c'est ça. Quand vous êtes TNS, ça veut dire que vous payez des cotisations sociales au RSI. À titre de curiosité, grosso modo, quand je suis au RSI, je paye 45% de cotisations sociales par rapport à mon revenu. Au niveau de la fiscalité, je suis soumis à l'IR, impôt sur le revenu, impôt progressif par tranche. Et j'ai la possibilité d'opter à l'IS si je suis en EIRL. Je te laisse parler de l'EIRL. Alors, quand vous êtes en entreprise individuelle, on vous a dit que votre responsabilité était sur votre patrimoine et sur vos biens propres, à l'exception de l'habitation principale
Mais pour vous protéger, vous avez deux solutions. Soit vous voulez protéger votre patrimoine immobilier seulement, et vous pouvez faire une déclaration d'insaisissabilité auprès du notaire, et du coup, votre maison de campagne, le terrain à la mer, j'exagère bien sûr, et votre chalet à la montagne ne seront pas touchés si vous vous plantez. D'accord ? Mais vous avez également la possibilité de créer une EIRL, c'est-à-dire de créer un patrimoine que vous allez affecter à votre activité. Je crée une micro-entreprise dans les jeux vidéo et je ne veux pas que ma responsabilité soit engagée. Je vais affecter les biens nécessaires à l'activité. Donc je vais faire une déclaration d'affectation du patrimoine et je vais dire mon bureau, mon disque dur, mon ordinateur, mon téléphone, c'est le patrimoine d'affectation que j'affecte à la garantie des créanciers professionnels. En faisant cette déclaration-là, si j'ai un pépin, les créanciers professionnels ne pourront saisir que cette partie-là. D'accord ? C'est clair ? Alors il faut savoir que c'est pas très répandu en matière de création quand même, hein. Tu me confirmes ? Oui, très peu répandu. Les sociétés ou personnes morales, SARL, société à responsabilité limitée, ou EURL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Direction et gestion, c'est donc le gérant qui gère l'entreprise, comme son nom l'indique. Il n'y a pas de capital minimum. Depuis août 2003, avant, pour créer une SARL ou une EURL, il fallait un capital de 50 000 francs à l'époque, soit 7 500 €. Ça ne rajeunit pas, ne regarde pas comme ça. Mais depuis le août 2003, il n'y a plus de capital minimum. Donc, pas de capital minimum, ça ne veut pas dire qu'il faut tomber dans le ridicule non plus. Donc on va éviter l'EURL ou la SARL à 1 € parce que votre banquier ne va pas bien apprécier. Le capital dont on parle là, ça représente la valeur de votre entreprise. Donc si vous mettez un capital de 1 €, ça veut dire que vous avez une entreprise qui vaut 1 €. C'est-à-dire rien du tout. Et c'est-à-dire aussi même les frais d'immatriculation au registre du commerce dont on parlera un petit peu plus tard. Le nombre d'associés, en EURL, c'est un seul associé. En SARL, c'est 2 minimum, 100 maxi. Alors, je reviens sur les deux futurs associés que nous avons là. Il y en a peut-être d'autres dans la salle qui vont se cacher après, mais bon. Donc, vous êtes 2 associés potentiels. Alors, je vous le dis ce soir, s'associer, c'est se marier. Et ce n'est pas un mariage d'amour. 3 petits points. Donc, que vous vous mariez, que vous associez avec un copain que vous connaissez depuis haut comme ça, depuis l'école maternelle, vous savez tout l'un de l'autre, c'est formidable, merveilleux, extraordinaire, ou que ça soit le conjoint. Retenez bien que s'associer, c'est se marier. Et ce n'est pas un mariage d'amour. Donc attention à ça. Alors, vous imaginez un mariage à 2. Je ne sais pas si vous connaissez la vie de couple. Un bonheur. Dès qu'il y a un peu d'argent qui rentre, monsieur veut s'acheter la dernière BM, madame veut refaire sa cuisine. Je passe l'éducation des enfants, bien entendu. Donc là, ce n'est pas les mêmes questions qu'on va se poser, mais ça peut quand même être compliqué à résoudre, à trouver des solutions. Donc vous imaginez à 2, vous imaginez à 100. Un petit bonheur quotidien. Au niveau de la responsabilité des associés ou de l'entrepreneur, la responsabilité est limitée aux apports. Sur le plan social, vous êtes un TNS ou un assimilé salarié. Alors ça dépend un petit peu de la répartition du capital que vous faites. Vous êtes 2 associés. Oui, je sens une question. Quand on crée une société, on met des choses en commun, notamment le capital. Donc je vais mettre 10 000 € parce que j'ai besoin de 10 000 € dans mon fonctionnement. S'il y a une difficulté, votre grand-mère qui vous a prêté 1 000 €, qui a mis 1 000 € dans votre capital, qui a quelque part social dans son patrimoine, si vous plantez, elle va planter 1 000 €. D'accord ? Alors, au départ, on met un certain nombre de choses en commun. Là, on a parlé d'argent, mais on peut mettre des biens. C'est un peu plus compliqué, mais on peut mettre des biens. C'est ce qu'on met en commun pour créer la société. Quand on fait une société, on va en parler un peu plus tard, on fait un contrat entre associés.
Et dans ce contrat-là, on dit, moi, pour le fonctionnement de la société, j'apporte en capital, je dis 10 000 euros, mais 10 000 euros, plus j'ai une voiture qui roule encore et qui peut être sympa de pouvoir utiliser pour la société, qui vaut allez, 10 000 euros, je fais que prendre 10 000 euros. On a donc un capital de 20 000 euros. C'est la valeur de ce qu'on met à la création. Ça peut être la valeur de ce qu'on met à la création. Pas forcément. Alors, si je crée une société et je rachète un fonds de commerce, je peux mettre par exemple 100 000 euros de capital, je vais faire financer par les banques et je vais racheter mon fonds de commerce. Donc à la création, elle vaut bien 100 000 euros, sauf que j'ai une dette. Et 10 ans après, si vous avez développé le fonds de commerce, j'ai peut-être toujours 100 000 euros de capital, mais ma société elle vaut des millions. C'est clair ou pas? En fonction de vos besoins. Non. Ce que je dis, là, on est au départ. Au départ, on est entre copains, on veut créer une boîte. On dit pour créer cette boîte de conseil, on a besoin de trouver des locaux, on a besoin d'avoir des partenaires. Au démarrage, on dit on met 10 000 euros globalement sur la table. D'accord. Donc à cet instant T-là, elle vaut 10 000 euros. Mais après, la société elle va fonctionner. Donc sa valeur va grandir, donc elle ne correspond pas forcément au capital. D'accord? C'est plus clair ou pas? Oui? Aucune? Un actionnaire, c'est dans une société dite anonyme ou dans une SAS, société par action simplifiée. Et un associé, c'est peut-être un porteur de parts dans une SARL. C'est aussi compliqué. Non, là, on a pris un exemple, quand on crée des petites boîtes, vous êtes en cercle restreint. Donc pour prendre des décisions, il faut s'entendre. Et si je fais un capital à 50-50, je suis obligé de m'entendre avec l'autre personne pour développer. Si vous décidez d'aller extraire de l'huile au Pérou et que l'autre personne qui a 50% veut aller en Chine, il y a un problème. Et que vous n'avez pas les investissements pour les deux côtés, il y a un souci. Et donc, s'il y a une mésentente, la société va se terminer, va s'arrêter. D'accord? Quand on a plein d'actionnaires et d'associés, le problème se pose moins parce qu'il y a des alliances, il y a des majorités qui se créent. Et quand vous êtes dans une grosse boîte, si vous avez 10 000 euros chez Peugeot, vous imaginez que vous pesez zéro. Hein? Je prends des exemples extrêmes, c'est pour vous faire comprendre. Du coup, je ne sais plus où on en était. SARL, oui, s'associer, c'est se marier. On a parlé de la responsabilité limitée aux apports. Donc on en est au statut social. Statut social, donc suivant la répartition que vous faites entre vous, entre associés, et votre titre de gérant, il faut bien dissocier le rôle de l'associé du rôle du gérant. C'est-à-dire que je vais m'associer avec vous, si vous voulez bien, cas d'école. Moi, je vais être associé, vous allez être également associé, mais entre nous deux, a priori, c'est plutôt vous qui allez être le gérant, parce que c'est a priori plutôt votre idée que la mienne. Donc vous allez supporter les conséquences de la gestion d'une entreprise, de la bonne, très bien, de la mauvaise aussi. Donc moi, en tant qu'associé, je peux perdre l'argent départ que j'ai mis au départ, mais ça sera là. Mon patrimoine ne craindra rien. Par contre, vous, en tant que gérant, si vous faites une faute de gestion, le capital, votre patrimoine peut y payer suivant les dettes que vous avez. Donc il faut bien dissocier associé-gérant, il faut bien voir aussi qui apporte combien. Donc ça, c'est une discussion qu'on a entre nous. Donc comme le disait Régis, éviter le 50-50, parce que le jour où vous êtes en désaccord, il n'y en a pas un qui a plus de pouvoir que l'autre. C'est pas interdit, hein. On vous conseille d'été. Et puis suivant qui apporte combien, si vous êtes majoritaire, moi je suis donc minoritaire, et que vous avez en plus le titre de gérant, vous allez être un TNS, travailleur non salarié. Donc même chose que ce qu'on a dit tout à l'heure au niveau du ex-RSI. Si on est aussi à 50-50 et que vous êtes donc un gérant assimilé salarié, et si vous êtes minoritaire et moi majoritaire, vous êtes vous, toujours sur le plan social, un assimilé salarié. Est-ce que c'est à peu près clair? Ouais. Au niveau de la fiscalité, en URL soumis à l'IR, impôt sur revenu, impôt progressif par tranche, avec possibilité d'opter à l'IS, IS, impôt sur les sociétés, donc un impôt fixe. Et si vous êtes en SARL, du coup c'est l'inverse, vous êtes à l'IS avec la possibilité d'opter à l'IR, impôt
sur le revenu, impôt progressif. Question. Réponse. Alors, l'impôt sur le revenu, c'est un impôt qui marche par tranche. Vous gagnez, je prends des chiffres, vous gagnez moins 9 000 euros tout seul, c'est zéro. Vous gagnez 30 000 euros, la tranche entre 1 000 et 20 000 euros, on va vous prendre 3%. Sur la tranche entre 20 000 et 35 000 euros, on va prendre 7%. C'est ça la progressivité. C'est-à-dire qu'il y a des tranches, et chaque fois que vous passez une tranche, le barème est plus fort. Alors bien sûr, on tient compte de la composition de la famille, etc. Okay. Alors que l'impôt société, c'est un taux. Il y a un taux réduit qui fonctionne jusqu'à 38 120 euros, qui est de 15%. Donc c'est 15% jusqu'à 38 120 euros, jusqu'à 500 000 euros, 8%, et 33 un tiers au-delà de 5 000 euros. Donc là, il y a des calculs à faire en fonction de la situation de chacun. Oui, monsieur. Non. Oui, c'est revenu-bénéfice. Là, quand on parle impôt sur le revenu ou aux sociétés, on parle de revenus, on parle du chiffre d'affaires. Là, on n'est plus dans le micro. Vous réduisez vos charges, vos amortissements, payez vos fournisseurs, payez votre assureur, payez tout le monde. On est vraiment sur du bénéfice. D'accord ? Le changement se fait, mais c'est jamais neutre. Il vaut mieux bien choisir au départ. Et où ça se... Juste pour revenir sur le revenu, c'est donc par tranche. Soit vous êtes dans la tranche du bas et vous appelez non imposable, vous êtes dans la tranche du haut et vous êtes footballeur professionnel taxé au max. On passe à la SAS. Ouais. Société par action simplifiée ou société par action simplifiée universelle. Le dirigeant, il s'appelle un président. Faites bien sur la carte de visite, mais ça fait tout. Pas de capital minimum. En SASU, il n'y a qu'un seul associé. Petit rappel, il vaut mieux être seul que mal accompagné. En SAS, il faut être 2 minimum au niveau des associés. Donc s'associer, c'est ce. Merci. Et puis, la responsabilité est limitée aux apports. Le statut social du créateur, il est forcément assimilé salarié. Là, il n'y a plus de TNS, on ne parle plus de TNS. Au niveau de la fiscalité, vous êtes soumis à l'IS, impôt sur les sociétés, avec la possibilité d'opter à l'IR, impôt sur le revenu, progressif par tranche. L'imposition à l'IR, elle n'est valable que 5 ans. Aussi. Question ? C'est-à-dire que si je crée une SAS aujourd'hui, que pour des raisons de bonne gestion fiscale, j'opte pour l'IR, on est le 15 février 2018, le 15 février 2023, vous serez soumis à l'IS, forcément. C'est qui prend plus dans ses poches? Quand vous êtes salarié, vous êtes soumis au régime de la Sécu, vous avez une fiche de paye, comme je le disais tout à l'heure, avec un salaire brut tout en haut. Vous avez déjà été salarié? Non? Bon, quand vous le saurez, vous comprendrez. Vous avez un salaire brut tout en haut, et le salaire net tout en bas, c'est ce qu'on vous donne. Enfin, c'est ce qui va directement dans votre poche. À titre de curiosité, quand vous serez payé salarié, vous regarderez. Alors on fait tous pareil, on regarde ce qui vient directement dans notre poche. Mais quand vous êtes salarié, je peux vous dire que l'employeur, il est bien gentil parce qu'il paye énormément de cotisations sociales. Donc quand on est travailleur salarié, il y a 40% de charges patronales, 20% de charges salariales. Donc c'est énorme. Ceci dit, on est en France, on a un statut social idyllique. On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la fermière, comme on dit. Donc quand vous êtes salarié, vous dépendez du régime de la sécurité sociale. Quand vous êtes TNS, vous dépendez du régime ex-RSI, j'arrive pas à me le mettre en tête, sécurité sociale des indépendants, et donc avec un montant de cotisation sociale de 45%. Je vais mettre un peu la pagaille. À votre âge, on ne se pose pas la question. Parce que le statut de salarié est intéressant quand vous avez commencé à faire une carrière cadre, que vous avez 45-50 ans, vous voyez, que vous avez beaucoup cotisé en caisse de retraite complémentaire. Vous avez intérêt à rester cadre et à finir votre carrière en tant que cadre dirigeant.
Là, aujourd'hui, les systèmes de protection sociale sont devenus extrêmement proches l'un de l'autre. Dans l'un, vous avez souvent des complémentaires obligatoires. Dans l'autre, c'est à vous de les créer et de vous les faire. D'accord ? Donc, à 26 ans, 25 ans, moins de 25 ans, là, ce n'est pas ça qui doit guider votre choix. D'accord ? C'est un truc horrible là qu'on vous fait. Voilà, alors le CFE, ça sert à ne pas vous faire peur avec ça, puisque vous vous apercevez que selon qu'on est une personne physique, donc entreprise individuelle, ou une personne morale, on a des statuts juridiques, sociaux, fiscaux différents, et on doit prévenir un grand nombre de partenaires. Et donc, les centres de formalité ont été créés pour ça, pour prévenir ces partenaires et vous éviter de repartir avec le dossier sous le bras auprès de chaque organisme qui est concerné par votre création. Alors, donc, le centre de formalité d'entreprise, voilà, c'est bon. Et voici le partenaire qu'on prévient quand vous créez une entreprise et que vous passez par un CFE. Alors, on prévient à tout seigneur, tout honneur, le greffe du tribunal de commerce, puisque là, on va parler d'entreprise commerciale, qui va vous délivrer ce qu'on appelle un extrait CABIS, c'est l'extrait du registre du commerce, qui est la fiche d'identité de la société, de l'entreprise, si c'est une entreprise individuelle, qui est sa fiche d'état civil, si vous voulez. On prévient l'INSEE. L'INSEE a une double fonction, va vous donner ce qu'on appelle le numéro SIREN, qui apparaîtra sur votre extrait du registre du commerce. Le numéro SIREN, c'est votre numéro d'immatriculation, qui va vous suivre tout le long de la vie de l'entreprise. Il ne changera plus. Alors, il ne changera plus, mais si vous ouvrez plusieurs magasins, vous aurez ce qu'on appelle un SIRET, un numéro par établissement. Donc, je crée une société à Paris, j'ouvre un établissement secondaire à Marseille. Marseille aura le même SIREN, mais n'aura pas le même SIRET. D'accord ? Les 3 derniers chiffres changent. OK ? Il y a une racine de 9 chiffres. Le numéro SIRET, c'est 13 chiffres. Le SIREN, c'est 9 chiffres. Ensuite, l'INSEE vous attribue un code d'activité qui correspond à une nomenclature et qui va ensuite déterminer éventuellement le taux d'accident du travail, par exemple, applicable chez vous, taux de cotisation sociale. Alors ensuite, on prévient tout ce qui est organismes sociaux, les caisses maladies pour les salariés et pour soi, les services fiscaux pour les choix fiscaux que vous aurez faits, et bien sûr pour que aussi les impôts vous donnent un numéro de TVA intracommunautaire, qui est obligatoire pour les gens qui sont soumis à TVA. Et puis la direction, la directe, j'y arrive jamais. Aide-moi, direction des entreprises, de la consommation, de la concurrence. Voilà. Voilà, tous les organismes qui sont prévenus par le CFE. Alors, le CFE, en fait, il y a un CFE compétent en fonction de votre adresse ou de lieu d'un établissement. C'est-à-dire que si je m'inscris à Paris, ben, je vais à Paris. Alors, j'exagère un peu parce qu'on est en Île-de-France et que de Cergy, on est capable de traiter un dossier pour Paris. Mais si je veux m'inscrire à Royan, il faut que j'aille à Royan. D'accord ? Et puis, en fonction des métiers, on a parlé de l'artisanat, mais vous avez plein de CFE, alors on va passer très vite, mais commerçants, industriels, prestataires de services, c'est les CCI. Pour tout ce qui est artisan et artisan commerçant, c'est la Chambre des métiers. Pour tout ce qui est société civile, si vous créez une société civile immobilière, parce que vous gérez votre patrimoine, ça va être les greffes des tribunaux. Si vous êtes agent commercial, c'est le greffe du tribunal. Si vous êtes avocat et que vous créez une société d'exercice libéral, ou pharmacien et que vous créez une société d'exercice libéral, ça sera les greffes des tribunaux. Et puis pour les autres
prestations dites intellectuelles, c'est l'URSSAF. Vous avez fait les formalités auprès de l'URSSAF, c'est ça? Et vous avez reçu plein de papiers? C'est la CET, je pense. Bon, on se revoit. D'accord. Voilà. Et puis vous avez également un CFE pour la batellerie artisanale, la chambre d'agriculture, donc pour les activités agricoles. Alors pour se déclarer, il faut amener un certain nombre de pièces. C'est plus simple en entreprise individuelle, bien évidemment, qu'en société. Alors, pour une entreprise individuelle, micro, c'est pareil, hein, on est entreprise individuelle. Vous devez faire état d'une attestation sur l'honneur de non-condamnation qui sert à vérifier votre casier judiciaire. Vous êtes jeune, donc vous n'avez pas fait encore de bêtises. Mais si vous étiez un peu plus âgé, que dans votre jeunesse, vous aviez fait quelques folies et que vous avez une condamnation, certaines condamnations peuvent vous amener à une peine complémentaire qui est une interdiction de gérer une entreprise commerciale. Voilà. Par exemple, si vous volez une voiture au hasard pour rentrer de boîte, vous pouvez avoir une condamnation et en peine complémentaire, on peut vous dire, pendant 5 ans, vous serez interdit de diriger une entreprise commerciale. Non, ce n'est pas définitif. C'est le tribunal qui la prononce et qui, en général, c'est sur une durée. Hein. Ou alors, il faut que vous soyez un grand trafiquant de drogue, escroc, etc. Où là, on estime que ce n'est pas bon de vous laisser sur la place commerciale. D'accord ? Bien évidemment, on va vous demander une carte d'identité ou un titre de séjour. D'accord ? Avec votre nationalité. Si vous êtes marié et que vous êtes marié sous le régime de la communauté, on va vous demander de prévenir votre conjoint que vous créez une boîte et que vous avez peut-être amené des biens de la communauté. Parce qu'il ne faut pas oublier, quand on se marie, il y a des biens qui sont propres et des biens qui sont communs. D'accord ? Si j'étais marié sur le régime de la communauté, je serais obligé d'envoyer une lettre à madame pour lui dire « je crée une boîte et donc la maison, elle risque quelque chose ». Enfin, pas la maison, c'est une mauvaise exemple, mais ta cuisine nouvelle ou ton cooking chef risque quelque chose. Oui, parce qu'on a oublié de vous préciser, en fait, on n'est pas frères et sœurs. Hein. On porte le même nom, mais on est un peu mariés. Alors, ensuite, pour certaines activités, mais ce n'est pas le cas ici, il y a quelquefois des activités qui sont dites réglementées. Si vous voulez avoir une boîte de gardiennage, par exemple, vous êtes obligé de demander une autorisation et de déposer un dossier où il y a une enquête de moralité, etc. Et vous devez justifier de cette autorisation pour exercer. Et dans les activités réglementées, vous avez 2 catégories d'activités réglementées, certaines qui sont réglementées a posteriori, c'est-à-dire vous devez vous immatriculer et ensuite obtenir l'autorisation. C'est le cas du gardiennage dont je viens de parler. Ou de l'agent immobilier. Un agent immobilier doit respecter un certain nombre de conditions et avoir une carte professionnelle. Et cette carte professionnelle, il doit la fournir une fois qu'il est immatriculé pour pouvoir exercer. Si vous êtes transporteur, vous avez une réglementation à respecter en amont de votre immatriculation. D'accord ? C'est à peu près clair ? Alors après, pour le fonds de commerce, pour l'entreprise elle-même, je vais avoir besoin d'un titre de jouissance du local. Ce qui est vrai ici sera vrai aussi pour la société. Alors, j'ai 3 possibilités. Soit j'ai un bail commercial ou un bail de bureau, soit je vais dans une boîte qui est spécialisée dans la domiciliation, j'ai un contrat de domiciliation, soit je fais ça chez moi. Mais si je fais ça chez moi, je dois respecter quand même mes voisins, je dois respecter
le bail que j'ai, et le bail peut m'interdire de le faire. Et puis, dernière... Non, bah, ça y est, j'ai fait les 3 possibilités. Voilà. Alors, chez vous, ce que vous pouvez faire quand même, c'est, dès lors que vous respectez le règlement de copropriété et votre bail, vous pouvez très bien vous installer chez vous et exercer à l'extérieur. Si vous êtes prestataire informatique, notamment que vous faites des programmes, vous gênez personne et vous ne changez pas la nature de votre bail. D'accord ? Par contre, si vous vendez des fringues et que tous les matins, il y a un camion qui vient vous livrer 50 tonnes de jeans, ça risque de poser des problèmes. D'accord ? Voilà, on a fait le tour. Et puis on va passer à la société. Alors pour la société, pour le dirigeant, le président et le gérant, je ne reviens pas, c'est les mêmes documents, attestation sur une heure de non-condamnation, justificatif d'état civil et éventuellement la pièce d'activité réglementée. Pour la société, il y a une chose qui est très importante, c'est le statut. Le statut, c'est le contrat qu'on passe entre associés. Mais même quand on crée une société à une personne, SASU ou URL, il y a un statut à remplir. Dans ce statut, alors on dit qu'il existe des statuts types, oui, il existe des statuts types, mais tout statut doit être adapté à votre projet. Parce que c'est là où vous allez mettre le nom de la boîte, la dénomination sociale, qu'il faut choisir, mais on ne choisit pas une dénomination sociale comme ça, on ne peut pas dire je veux m'appeler Louis Vuitton, non, ce n'est pas possible. Donc il faut vérifier que personne, ou qu'il n'y a pas des gens qui ont des droits antérieurs sur le nom qu'on choisit, d'accord ? Tout à l'heure vous avez parlé de marque de vêtements de sport, je crois. Donc là, il faut regarder l'antériorité de ce qui existe. Il ne faut pas prendre un nom qui est déjà utilisé. Pour faire ça, en général, on a une idée sur un nom. On va un peu sur Internet, on regarde sur Infogreffe s'il y a des sociétés dont le nom se rapproche. Et une fois qu'on a fait cette première recherche, on la complète auprès de l'Institut national de la propriété industrielle. Ce n'est pas une démarche obligatoire, mais c'est une démarche qui vous évitera bien des ennuis si jamais il y a quelqu'un d'autre qui a un nom et qui a un droit antérieur sur ce nom. D'accord ? Et la recherche, elle se fait à l'identique. Je m'appelle Laplane. Si vous créez une boîte qui s'appelle Laplane, c'est l'identique. Mais si vous créez un nom Deltaplane, en sonorité ou intellectuellement, on peut penser qu'il y a un risque. Après, alors, quand il y a la recherche d'antériorité à l'INPI, l'INPI regarde ce que vous leur demandez. Si vous demandez sur la France, ils vont regarder sur la France. Mais si vous voulez travailler à l'international, bien sûr, il faut regarder à l'international. D'accord ? Dans ces statuts, il y a la répartition du capital aussi. Donc tout à l'heure, on vous a dit le 50-50. Attention, si c'est vous qui êtes moteur du projet, vous devez être majoritaire. Et comme vous êtes jeune, on se fout du statut social. D'accord ? Il y a l'activité aussi. L'activité, je ne vais pas me limiter à des jeux vidéo, par exemple, des jeux vidéo pour enfants. Si je veux faire des jeux vidéo, je mets des jeux vidéo pour enfants, pour adultes, etc. etc. D'accord ? De façon à prévoir l'évolution de l'entreprise. Et puis, vous êtes associé, vous êtes super bien avec le copain qui vous êtes associé, mais malheureusement, il rencontre une femme. Et si on n'a rien mis dans les statuts, madame peut négocier les parts sociales et se faire céder des parts. Je dis madame ou monsieur, hein, ça marche dans les deux sens. Donc on a intérêt à mettre ce qu'on appelle des clauses d'agrément et à limiter les cessions de parts de façon à pouvoir avoir un droit de veto et de pouvoir acheter les parts si besoin est. Excusez-moi, je ne suis pas entendu. Alors, en principe, on ne peut pas bloquer toutes les sessions. Les sessions entre associés sont libres. Mais vous pouvez mettre des majorités qui permettent on peut mettre des clauses qui permettent de contrôler les cessions de parts.
Les cessions, transmissions. Parce qu'il y a les cessions de vivants, mais il y a les transmissions par décès. Parce que c'est pareil, vous pouvez mettre vos enfants, ou vous associer avec votre père. Votre père, il a la crise de la soixantaine, il va trouver une petite jeune. Il se passe quoi derrière? Alors que votre boîte, elle marche du feu de Dieu. Petite jeune, elle va regarder votre compte en banque. Je voudrais juste, C'est vrai dans les deux sens. Hein. je voudrais juste préciser que c'est du vécu. Hein. Oui. Alors, renoncer, on ne peut pas renoncer puisqu'il est propriétaire de ses parts. Donc on ne peut pas renoncer, non. Mais par contre, on peut lui proposer de lui racheter ses parts. Oui. On ne peut pas le forcer à lui racheter, mais on peut lui proposer. Non, mais vous pouvez être associé dans une société et rien faire. Vous pouvez juste investir votre argent. D'accord ? Là, on est sur des petites structures, donc évidemment que souvent, quand on commence à s'associer à 2 ou 3 au démarrage, chacun va mettre la main à la pâte. Hein. Il y a l'administratif qui va s'occuper de la compta, de la gestion, d'optimiser la fiscalité, le commercial qui va aller démarcher à droite à gauche. Alors ça vous oblige à rien, ça vous oblige à mettre une part dans le capital, ça vous oblige à ne pas être déloyal vis-à-vis de vos associés. Hein. Petite précision, pour vous tester entre associés, si on revient sur la frise du départ, je conseille toujours aux 2-3 associés de travailler ensemble. Et très vite, vous allez voir s'il y en a un qui lâche un peu le morceau ou si vous entendez un peu moins bien, bah, ça veut dire qu'il ne faut pas vous associer entre vous. Et là, on n'a pas fait les formalités d'immatriculation, donc là, on peut encore rattraper le coup. Mais une fois que les formalités sont faites, s'il y a du désaccord, c'est un peu plus compliqué. Alors, puis il y a une petite chose aussi, je change complètement de sujet. Dans les statuts, il y a la durée de la société qu'on met. Alors, en droit français, on ne peut pas s'engager de manière à durée indéterminée, sauf en contrat de travail. En droit des sociétés, donc on met en général 99 ans. À 99 ans, vous n'aurez plus mal aux dents, moi non plus. Et je crois que j'ai fait à peu près le tour sur les statuts. Reste éventuellement la nomination ou la révocation du dirigeant. Ce sont des clauses aussi à bien travailler. Donc faites pas ça tout seul. Il existe des professionnels. Servez-vous-en. Une fois qu'on a fait ces statuts, alors, excusez-moi, une fois qu'on a fait ces statuts, on peut avoir, au cours de la période préparatoire, passer des contrats, faire des commandes, etc. On fait donc une annexe au statut dans laquelle on liste les engagements de la société qui ont été pris pendant cette période-là, de façon à ce que ce soit la société qui reprenne pour son compte ces contrats. Alors ensuite, il y a une annonce légale à faire paraître. Le coût d'une annonce légale, c'est entre 150 et 200 euros. Dans un journal habilité. La pièce d'activité réglementée, on en a parlé. Un pouvoir, si ce n'est pas le dirigeant qui fait la formalité. L'attestation de dépôt des fonds à la banque, quand vous déposez le capital, le banquier vous remet une attestation de dépôt des fonds. Les fonds sont bloqués le temps de l'immatriculation et après on peut les récupérer pour fonctionner. Et puis il y a depuis cette année ce qu'on appelle la liste des bénéficiaires effectifs, c'est-à-dire que vous êtes obligé de déclarer des gens qui se cachent derrière d'autres personnes morales. Je schématise à l'extrême. C'est pour lutter contre le blanchiment. D'accord. Des questions ? Excusez-moi. Non, vous ne refaites pas les statuts. Alors, les statuts sont évolutifs. J'ai dressé un tableau sombre des statuts, mais les statuts sont évolutifs. Si demain, il y a un associé qui veut rentrer et que tout le monde est d'accord pour le faire rentrer, on peut faire par exemple une augmentation de capital.
et on refait une répartition des parts un peu différente. Si on veut céder des parts, une partie des parts, et j'ai des cessions de parts qui se déposent au greffe du tribunal, on met à jour les statuts et la vie continue. Bien évidemment, on peut avoir des gens qui rentrent et qui sortent du capital. On peut très bien, notamment sur des entreprises qui sont hyper innovantes et qui ont besoin de beaucoup d'argent au départ pour se lancer, avoir des fonds d'investissement, des business angels, etc., qui vont investir dans le capital avec des clauses un peu particulières et qui à un moment donné vont sortir une fois que vous êtes lancé et qu'ils ont fait leur culbute. D'accord? C'est bon? On peut... Alors, le bail est au nom de la société, hein, bien sûr. Le siège social peut se mettre soit dans un local, soit chez soi, soit dans une société de domiciliation. Mais le bail est toujours au nom, le contrat est au nom de la société. Si je domicile chez moi, je peux domicilier que si je suis le dirigeant d'entreprise. D'accord? Et même chose, je dois respecter le règlement de copropriété et la vie qu'il y a autour de l'entreprise. Si j'ai une clause dans mon bail qui m'interdit de mettre le siège social chez moi, sachez que pendant 5 ans, on ne peut pas s'y opposer, mais qu'au bout de 5 ans, vous serez obligé de déménager. D'accord? Je vous en ai parlé tout à l'heure, le numéro sirène et le numéro sirette. Voilà, c'est 9 chiffres qui sont donnés par l'INSEE. D'accord? Ces 9 chiffres correspondent au siège social et à tous les établissements. Et après, en fonction du nombre d'établissements, vous pouvez avoir des sirettes qui sont différents. Si vous prenez des grosses boîtes genre Peugeot, vous avez un certain nombre de sirettes qui est... Oui. Vous pouvez avoir 2 activités différentes si c'est sur la même adresse, avec un sirette. Non, il n'y aura qu'un sirette. Vous êtes à la même adresse. Oui. 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 Oui, vous passez directement au régime de sécurité sociale des indépendants. Alors là aussi, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc il y a un code qui vous est attribué en fonction de votre activité. N'essayez pas forcément de chercher un code idéal, etc. N'oubliez pas aussi que vos clients ou vos fournisseurs, quelquefois, vous cherchent et que si vous avez un code trop compliqué, ils ne vous trouveront pas. Si vous avez si vous correspondez pas au code qu'ils cherchent, ça ne marchera pas. Je reformule. Si vous apercevez que la convention collective, que le taux d'accident du travail est plus intéressant sur un autre code, et qu'au lieu de mettre vendeur de chaussures, vous mettez vendeur de produits en cuir. Quelqu'un qui cherchera un vendeur de chaussures, vous ne trouvera jamais. Voilà l'exemple d'une fiche qui est donnée par l'INSEE. On retrouve tous les éléments avec un code APE, avec le sirène, le sirette et l'adresse. Le régime fiscal, est-ce qu'il y a des questions? Pardon. Vous déclarez une activité. Il y a une activité principale qui va se dégager et qui va donner un code APE. Sur le registre du commerce, vous avez l'activité complète. Vous êtes à la fois vendeur de
voiture et vous êtes conseiller technique en optimisation de turbo. Vous avez les deux activités. Si finalement c'est la partie conseiller technique qui prend le pas, un jour vous changerez votre activité pour vos besoins à vous plutôt. Elle peut devenir principale. À ce moment-là, on fait une modification d'activité tout simplement. Tout à fait. Et on fait une modification d'activité. Parce que là, c'est pas immuable. Hein. Vous comprenez bien qu'aujourd'hui, il y a un marché sur les jeux, sur les jeux vidéo. Demain, il n'y en a plus. Mais vous êtes hyper bon en programmation, ben vous allez faire une autre programmation. Lorsque vous passez au CFE, bien évidemment, vous déclarez vos choix régimes fiscaux, impôts sociétés ou régime impôt sur le revenu, les différents régimes d'imposition dont on a parlé, micro ou réel. Et puis, donc, on va déclencher auprès des impôts l'attribution du numéro de TVA intracommunautaire, indispensable pour la TVA. Des questions là-dessus? Alors voici les organismes sociaux que l'on prévient, mais je vous en ai déjà parlé. Et chaque organisme, après, prend en compte votre déclaration. Le greffe, lui, il a un rôle important parce que c'est lui qui va faire un contrôle juridique de votre dossier et vous dire votre dossier est bon ou pas bon, et qui va vous délivrer donc la carte d'identité de l'entreprise, donc qui est l'acte de naissance de votre entreprise. À ce moment-là, juridiquement, l'entreprise est née. Une question qu'on n'a pas traitée, c'est quand est-ce qu'il faut venir s'immatriculer? Si je suis entreprise individuelle, je m'immatricule au plus tôt 1 mois avant mon début d'activité, au plus tard 15 jours après. Si je ne le fais pas, il ne se passe pas grand-chose, sauf que si j'ai un pépin, toutes les règles négatives du droit commercial vont s'appliquer et pas les règles positives. D'accord ? Si je suis en société, il faut d'abord que j'ai déposé mes formalités de publicité légales dont j'ai parlé tout à l'heure, le journal, et signer mes statuts et déposer les fonds pour que je m'immatricule. Et tant que la société n'est pas immatriculée, elle n'a pas d'existence légale. Donc ça veut dire que tout ce que vous faites, c'est de votre propre responsabilité. Et la limitation de responsabilité ne marche pas là. Donc on a intérêt à s'inscrire le plus tôt possible. Okay. Et au plus tôt, c'est 1 mois avant la date de début d'activité également. J'ai été clair là-dessus? Je ne suis pas sûr. Oui, ça va? Alors voilà ce qu'est un extrait cabis. Vous voyez que c'est assez complet. On a le nom de la société, la date d'immatriculation. Qu'est-ce qu'il y a d'important? Le nom des dirigeants. L'activité, vous voyez, elle est assez large. Des questions là-dessus? Et quand vous travaillez avec quelqu'un, c'est ce qu'il faut demander, c'est un extrait cabis. Pour vérifier si la boîte, si c'est pas du black. Hein. OK. Et si la boîte est juridiquement créée. Là, quand on en a parlé, tu veux reparler des montants, non? Quel serait le risque? Excusez-moi, je n'entends pas. Pas plus que votre carte d'identité? Non, mais c'est la preuve légale que votre boîte existe. Quand un fournisseur, un client veut travailler avec vous, la première chose qu'il fait, c'est qu'il va regarder ça. Et entre autres, il regarde aussi le montant du capital. Hein. Parce que si vous êtes dans un secteur où il est normal d'avoir 10 000 euros et que vous avez mis 1 euro, il ne va pas travailler avec vous. Ça, c'est public, donc de toutes les façons,
tout ce qui est extrait registre du commerce, vous le commandez sur Internet, vous y avez accès. Hein. Il y a une seule chose qu'on peut cacher, c'est pour les micro-entrepreneurs. Vis-à-vis de l'INSEE, on peut décider qu'il n'y ait pas une communication extérieure, mais uniquement sur la fiche INSEE, j'entends. Des informations, ça c'est possible, mais uniquement pour les entreprises individuelles. Oui. Et en même temps, c'est des fois un peu embêtant parce que quand on vous cherche, ça c'est bien qu'on vous trouve facilement. Alors, quand on vous inscrit, ça déclenche des caisses de retraite complémentaires obligatoires pour vos salariés. Si vous n'avez pas encore de salariés, ne vous inquiétez pas, on va juste vous enregistrer et vous paierez des cotisations quand vous aurez des salariés. Oui. L'ACRE. C'est 45 jours par rapport au dépôt du dossier au CFE. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, mais il n'y a pas de micro. Les 45 jours, c'est théorique. Si vous avez oublié de déposer votre dossier, vous l'envoyez 50 jours après, l'URSSAF ne vous refusera pas là. Si vous faites 2 ans après, donc voilà, donc vous aurez des caisses complémentaires qui vont vous appeler. Je vous ai parlé donc des recherches concernant le nom de votre société, mais c'est valable pour le nom, pour les marques aussi. Hein. N'oubliez pas ça. Très important. Alors, à l'heure qu'il est, il faut, si vous avez moins de 26 ans, c'est bon. Si vous êtes demandeur d'emploi, c'est bon. Non, c'est l'une ou l'autre. Il faut savoir que dans les projets du gouvernement, il est prévu d'étendre l'ACRE à tout créateur d'entreprise. Donc je ne sais plus à quelle échéance, je ne me rappelle plus. Mais c'est prévu que 2019 ou 2020, l'ACRE soit généralisé pour tout créateur. Aujourd'hui, c'est soit l'un, soit l'une, soit l'autre condition. C'est pas tout. Hein. Non. Alors, ce sont des formalités qui dépassent le CFE, mais quand vous avez une société, notamment, vous avez un certain nombre de registres à tenir, qui sont les registres sociaux. Vos décisions d'assemblée générale doivent être transcrites sur un registre, et ce registre doit être coté et paraphé par le greffe du tribunal de commerce. Vous êtes obligé de le tenir tous les ans, de faire votre assemblée générale qui approuve les comptes de la société. Il y a d'autres registres, mais je ne vais pas vous encombrer l'esprit avec ça. Il y a bien sûr des livres comptables et il y a des registres du personnel, les entrées et sorties de personnel, le document unique qui concerne les risques d'accident du travail également à tenir. Il y a beaucoup de registres à tenir, il ne faut pas les oublier. Il y a un certain nombre de petits malins, puisque vous êtes jeunes, vous savez qu'on peut être malin, qui profitent des inscriptions des entreprises pour vous démarcher avec de fausses mentions. Par exemple, tout à l'heure, on a parlé du numéro sirène et sirette. Vous pouvez avoir quelqu'un qui vous adresse un courrier en disant « Monsieur, je vous inscris sur le registre sirette spécial des sociétés et vous me devez tant. » Si vous tournez la page, vous avez des conditions générales de vente derrière. Donc le papier, vous le prenez, vous le jetez. On ne doit pas vous demander autre chose que ce qu'on vous demande au CFE. Et si vous avez un doute sur un document qui arrive, vous nous passez un coup de fil. D'accord ? Et il y a beaucoup d'arnaques là-dessus. C'est ce que je pensais que la demoiselle avait eu comme document au départ, du reste. Alors,
Alors, à la Chambre de commerce, on est là pour vous accueillir, sans souci. On vous propose différents accompagnements. On vous propose, dans un premier temps, un entretien découverte de 30 minutes, dit gratuit. Bon, ça, c'est notre vocabulaire à nous. Enfin, en tout cas, n'hésitez pas à venir nous voir. On fait déjà un premier point sur votre projet, votre activité, savoir où vous en êtes dans le parcours. On peut vous proposer des entretiens qui sont payants, certes, mais intéressants au niveau des conseils. L'entretien conseil micro-entrepreneur, l'étude de marché, les aspects juridiques et réglementaires, le business plan et les prévisions financières. Donc ça sont des rendez-vous payants 66 € TTC qui durent environ 1 heure pour aller avec vous dans votre projet et que vous soyez conseillé au mieux, accompagné au mieux. Entreprise #leader. #leader. Pardon. Oui. #leader qui vous permet non pas de bénéficier d'un rendez-vous, mais d'une dizaine de rendez-vous. C'est ça? 7 à 10 heures d'accompagnement gratuit. On a des accompagnements collectifs. On a la soirée des créateurs d'entreprises, 4 fois par an. C'est un mini-salon de la création organisé dans nos locaux, à la Chambre de commerce. Différents ateliers thématiques, une grande salle avec plein de stands, avocats, banquiers, experts comptables, associations d'aide à la création, formation, caisse maladie, etc., etc. Un petit cocktail à la fin, faut pas hésiter. Formation 5 jours pour entreprendre, donc ça c'est une formation de 5 jours, effectivement, qui n'est pas obligatoire quand vous dépendez de la chambre de commerce, mais qui est obligatoire quand vous dépendez de la chambre des métiers. Donc nous, on vous propose le stage, mais on ne vous l'impose pas. On a des formations permis d'exploitation en ce qui concerne tout ce qui est activité réglementaire au niveau de l'alcool, restauration, bar, etc. Même combat pour les formations normes d'hygiène alimentaire. À partir du moment où vous ouvrez un restaurant, il faut avoir le diplôme, la formation qui va bien. Accompagnement à la mise aux normes d'accessibilité des établissements recevant du public. À partir du moment où vous avez un local, où vous avez de l'accueil de public, il faut que le local soit aux normes d'accessibilité. Et donc tout ça, c'est des accompagnements également des réglementations particulières. Alors, les accompagnements du CFE, alors vous pouvez bien sûr faire votre dossier vous-même. Nous, on vous propose un certain nombre d'accompagnements. On vous reçoit donc pour 60 € pour vous aider à remplir le dossier et vérifier que les actes que vous nous donnez soient conformes à votre déclaration et cohérents, et faire la déclaration en direct avec vous. Lorsqu'on est dans le cadre d'une société, on a 2 formules. Soit vous avez rédigé vos statuts et on vous propose une formalities premium qui a un coût de 101 €, puisqu'on travaille avec vous l'annonce légale. Il faudra bien sûr rajouter les frais de greffe et les frais d'annonce légale dans le journal. Les frais de greffe, c'est de l'ordre de... C'est pas très cher, c'est de l'ordre d'une 50aine d'euros. Et l'annonce légale, je vous ai dit tout à l'heure que c'était entre 150 et 200 €. Et puis il y a une formule qui est entre guillemets tout compris, parce que ça comprend également la rédaction des statuts et qui coûte 540 € TTC. D'accord? Et là, on rédige avec vous les statuts. Quand je dis on rédige avec vous les statuts, c'est que nous, on prend des informations et derrière nous, il y a des juristes diplômés qui vont vérifier que tout est cohérent. Ça, c'est pas une formation, ça. C'est une formalité. C'est là, vous êtes prêt à créer, vous avez votre associé, vous savez votre objet. Qu'est-ce que vous voulez dire dans l'accompagnement ? On vous accompagne pour élaborer votre business plan, pour faire simple. Donc on va vous accompagner pour vous aider à faire votre étude de marché, vous accompagner pour vous aider à faire vos prévisions financières, vous accompagner pour le choix de la forme juridique. Et après, suivant la forme juridique que vous aurez choisie, on vous propose des formalités d'immatriculation différentes suivant que vous ayez une personne physique ou une personne morale. Et après la création, vous avez un site Vos Réseaux 95 où vous allez retrouver tous les réseaux du Val d'Oise.
réseau business, réseau accompagnement, réseau sortir de l'isolement, tout ce que vous pouvez trouver. Vous allez le trouver ça sur vos réseaux 95. Il y a des réseaux féminins aussi pour les femmes chefs d'entreprise. Moi particulièrement, je m'occupe du club des nouveaux entrepreneurs, le CNE du Val d'Oise. Donc c'est un réseau pour les jeunes entreprises de 0 à 3 ans, où les personnes qui vont pas tarder à passer la porte du CFE pour l'immatriculation. C'est un réseau pour vous sortir de votre isolement. Je m'explique. Souvent vous travaillez seul depuis chez vous. Vous êtes seul face à votre écran d'ordinateur et à votre téléphone, qui sonne ou pas. L'angoisse peut très vite monter. Donc dans le cadre du CNE, on organise une réunion thématique par mois. J'en ai fait une ce matin sur la boîte à outils de l'entrepreneur. J'avais 22 personnes dans la salle, des adhérents, des intervenants de qualité. On a en avril Comment séduire mon banquier, jouer la bonne couleur pour mieux vendre. On a prévu une visite d'entreprise. Qu'ai-je oublié encore? On a fait chef d'entreprise, savoir se recentrer sur soi. Et en fait, on a fait une séance de rigologie. Ben, ça a bien fait rire tout le monde, j'avoue. Donc le CNE, c'est vous sortir de votre isolement, et puis c'est aussi vous appuyer sur les compétences des autres adhérents, puisque dans le CNE, j'ai 2 experts comptables, j'ai un avocat, j'ai du DRH, j'ai des assureurs, agents immobiliers, psychogénéalogistes, galerie d'art, webmaster. Donc le jour où vous avez une problématique, bah, c'est l'occasion de venir à un atelier CNE en disant bah, tiens, j'ai une problématique comptable au moment du café, parce qu'en plus de ça, on vous offre le café. Eh bien, c'est à ce moment-là qu'il ne faut pas hésiter à aller voir l'intervenant que vous recherchez en lui disant bah, tiens, j'ai telle problématique, comment tu ferais? Bah, moi, je ferais comme ci, ou je ferais comme ça, ou bah, ça nécessite qu'on se voit dans mon cabinet. Enfin voilà. Après, ça ne me regarde plus, mais c'est pas un réseau business. Il y a toujours un peu de business qui se fait, mais c'est vraiment un réseau pour vous sortir de votre isolement. C'est très, très convivial. Oui. Non. Moi, j'ai des gens qui dépendent de l'URSSAF, j'ai des gens qui dépendent de l'artisanat. Je parle du CNE. Hein. Après, au niveau des stages, soirée création, non. Vient qui veut. C'est pas le 4 mars? Je vais regarder dans mon agenda. Je vais vous redire la prochaine soirée création. Enfin, en tout cas, le CNE, une fois par an, un flash business meeting, table ronde, des adhérents autour de la table, un maître du temps, 5 minutes chacun pour se présenter. Bonjour, je m'appelle Dupont, je suis content d'être là, je fais tel métier ou j'ai telle problématique. Et je peux vous dire que tout de suite, les autres vous disent ah bah, est-ce que tu as pensé à ci, est-ce que tu as pensé à ça, contacte Dupont, vois l'entreprise machin. C'est super, super convivial. Vous avez le droit de venir une fois pour voir si ça peut correspondre à vos besoins. Après, c'est un réseau payant, 208 € de date à date pour 11 réunions sur une année civile. Tu as parlé d'assureur et je n'ai pas précisé qu'il y avait des choses qui ne sont pas obligatoires, mais aller voir son assureur, c'est indispensable avant de créer une boîte. Parce qu'il faut assurer les biens de l'entreprise, il faut assurer les gens qui travaillent dans l'entreprise, il faut assurer les risques, sa responsabilité, éventuellement vis-à-vis du client. Donc ne négligez pas cette étape. L'assureur est un ami et pas un ennemi. D'accord? Et donc, la soirée création est le... Alors, c'est au mois de mars, c'est sûr. Mardi 13 mars. À partir de 16h jusqu'à 19h. Donc il y a 2 ateliers, c'est ça peut-être? Il y a des ateliers. Des ateliers. Un atelier sur le financement de projet. J'ai oublié les autres. Et j'ai pas pris de la tête. On va vous laisser nos cartes de toute façon. N'hésitez pas à venir à ce genre de choses gratuites. Soirée création. Vous avez des gens de l'INPI qui viennent? On a un stand de l'INPI, il y a des avocats, des experts comptables, des conseillers création, des gens pour les locaux, enfin, il y a des assureurs.
Alors, oui, vous pouvez apporter des biens en nature dans le capital. S'il n'y a aucun bien qui dépasse en valeur unitaire 30 000 euros et que ça ne représente pas plus de la moitié du capital, vous évaluez ces biens sous votre responsabilité. Il ne faut pas sous-évaluer, mais il ne faut surtout pas surévaluer. Si ça dépasse la moitié du capital, on est obligé de faire appel à un expert qui s'appelle un commissaire aux apports. Donc en général, on a intérêt à rester en dessous de la moitié. Mais ça veut dire aussi que les biens ne vous appartiennent plus. Hein. Oui. Okay. Donc si c'est l'établi du grand-père, etc. Oui, ok. Qu'est-ce qu'il y a derrière votre question? Mais, juridiquement, c'est une modification du contrat de société, donc il y a forcément une assemblée générale extraordinaire. Et après, il y a plein de méthodes pour augmenter le capital. D'accord? Puisqu'on peut dire, soit on n'a pas pris les bénéfices, on les a mis en réserve, et à un moment donné, on dit, on augmente le capital. Soit on décide, parce que pour financer votre entreprise, vous pouvez mettre du capital, mais vous pouvez dire, moi j'ai envie de mettre un peu plus sur la table, mais j'ai pas envie que ça soit bloqué à vie. Donc on peut mettre des comptes courants. Vous pouvez dire, je mets 10 000 en capital et je mets 5 000 en compte courant pour espérer pouvoir récupérer un jour ces 5 000 euros sans passer par une dissolution de l'entreprise. Et à un moment donné dans la vie de l'entreprise, on peut dire, il y a un marché là avec les Russes et on a besoin d'augmenter le capital et au lieu qu'il soit à 10 000, on a besoin de le passer à 15 000. Et là, on peut dire, on augmente le capital par incorporation de compte courant. Il y a plein de solutions. Et on peut bien sûr, à un moment donné, vous êtes sur un marché particulier, alors on prend le marché russe comme ça, et vous dites c'est intéressant d'avoir dans les associés un russe à hauteur de 10%, comme ça il ne nous casse pas trop les pieds, mais qui connaissent le marché et qui nous aident. Et là, on peut dire, on fait une augmentation de capital avec ce monsieur. Ce monsieur apporte un peu de sous et tac, ce monsieur ou cette dame, pardon. Ok. Alors, moi je traite en principe des dossiers du 95. D'accord. Je vous rappelle qu'il y a 3 solutions pour avoir une adresse, c'est soit chez soi, soit une domiciliation, soit un bail classique. D'accord. Après, si vous créez dans le 92, je suis capable de traiter le dossier du 92 ici. Si vous créez sur Royan, je ne sais pas, je ne suis pas capable. Pour des raisons de logiciel, tout simplement, parce qu'on est la même CCI régionale, donc on est capable de traiter sur l'Île-de-France, hors 91, 77 qui sont un cas particulier, mais on est capable de faire 94, 93, 92, 75, 78. Mais si un jour vous êtes sur Paris, que vous préférez aller sur Paris, vous pouvez le faire de Paris. Oui. Un investisseur, il vous demandera de créer une SAS pour pouvoir rentrer et sortir du capital plus facilement et pour contrôler certaines choses. C'est pas pour rien qu'il vous ait dit une SAS. Mais la société, au départ, elle vaut le capital de départ. Après, ça va varier. Je ne suis pas sûr qu'avec un investisseur, vous ayez la main comme ça. Et dans une SAS, c'est pareil?
Oui, mais c'est vrai dans une SARL aussi. On peut très bien faire des montages, hein. L'intérêt de la SAS, c'est qu'on met des clauses qui sont plus souples et on a plus de liberté pour essayer de boucler des systèmes et de nomination et de contrôle que dans une SARL. Et l'investisseur préfère les SAS en général. Ce qui se comprend. Les SRL, c'est plus en général une structure dite familiale, entre guillemets. Hein. Oui. Mais je ne suis pas investisseur moi-même. Et Par rapport au business plan que vous avez fait, ils vous ont dit s'ils allaient investir chez vous? Oui, mais dans votre cas à vous, est-ce qu'ils ont regardé votre business plan? Est-ce qu'ils vous ont dit oui, on signe? Futur investisseur qui investira que quand il aura vu le business plan. Donc pour l'instant, ils vous disent plutôt ouais, fais une SAS, ouais, c'est super, mais derrière, est-ce qu'ils viendront vers vous? On n'en sait rien pour l'instant. Je vais préparer mes cartes de visite. Tu les tiennes?